Ce que je vais vous exposer maintenant, c'est des citations qui datent de 1840. 1840, ça fait donc plus d'un siècle et demi que l'auteur dont je vais vous exposer les conclusions s'est exprimé. Alors qu'est-ce qu'il a dit, notre ami? Il a dit qu'en démocratie, les gens achèteront tout ce qui passe à portée de leur porte-monnaie, qu'ils n'arrêteront pas de ronchonner, qu'ils aimeront beaucoup profiter de l'instant présent et un peu moins penser à l'avenir, qu'ils seront individualistes, voilà, et qu'ils penseront plus à la boum de demain qu'à l'examen d'après-demain. Qu'en démocratie, on ira naturellement, alors que ça n'était pas le cas en aristocratie. En aristocratie, vous aviez des producteurs qui à l'époque étaient des artisans, essentiellement. En 1840, on est au début vraiment de la deuxième révolution industrielle. Donc vous aviez des artisans qui se faisaient payer très cher pour faire des produits qui étaient du haut de gamme et qui étaient réservés à un tout petit segment de la population. Et Tocqueville dit, en démocratie, tout ça va changer. Et on va aller vers de la consommation de masse de produits qui seront, par la force des choses, moins performants, moins travaillés, moins robustes, moins haut de gamme, mais il y aura plus de monde pour en profiter. Alors lui, il donnait par exemple les montres, mais voilà. Quelque chose que je trouve extrêmement bien vu, c'est que, et je vais vous en parler un tout petit peu après, Tocqueville avait vu venir l'empire des journaux, comme il appelait ça. Donc il a dit, en démocratie, il y aura un pouvoir central sans contre-pouvoir. Et effectivement, le contre-pouvoir, il n'est pas structuré. Il existe, mais il n'est pas structuré. C'est les médias. Tocqueville avait dit que les hommes et les femmes se mettraient à bénéficier de droits de plus en plus égaux. Voilà, donc vous pouvez oublier le MLF, ça date de bien avant, cette affaire-là. Et qu'on se mettrait à avoir de la publicité, donc bien avant M. Bleustein-Blanchet, là aussi, Tocqueville avait écrit dans son ouvrage cette citation, qui est, je ne vous garantis pas l'exactitude de tous les mots, mais c'est à peu près ça, en démocratie, les artisans chercheront à donner à leurs produits des qualités brillantes que ces derniers n'ont pas. Voilà, donc en gros, il avait vu la pub. Il avait encore dit qu'est-ce que je veux dire, qu'en démocratie, dans les travaux et la manière d'aborder l'avenir, les gens ils seront le nez sur le guidon, c'est-à-dire qu'ils auront beaucoup d'appétence pour les conceptions superficielles et moins pour les réflexions stratégiques. Et il avait conclu sa réflexion en disant les démocraties sont myopes. Elles poussent les citoyens à ne pas se préoccuper des enjeux de long terme. Donc, pour se préoccuper d'un enjeu de long terme en démocratie, il faut qu'on se fasse un peu violence. Voilà la conclusion de Tocqueville. Je pense que là, depuis quelques jours et quelques semaines, on parle clairement d'enjeux de long terme. Vous avez vu que le problème, ni il va se matérialiser demain matin, enfin sauf qu'un jour, l'avenir finira par devenir le présent. Donc tout ce dont je vous ai parlé, un jour, ça sera pour demain matin, ou une partie de la traduction sera pour demain matin, mais globalement, c'est quand même des enjeux de long terme. Et ce que disait Tocqueville, c'est pour qu'on s'en préoccupe, il faut qu'on se fasse violence. C'est pas quelque chose qui est naturel et spontané dans le système démocratique. Voilà. Ça peut vous paraître très loin des maths et de la physique, cette affaire. Cela étant, il faut bien voir que, encore une fois, on vit dans la vie réelle, qui n'est pas faite que d'équations. Et c'est quelque chose qu'il est absolument indispensable de garder à l'esprit pour bien comprendre des choses qui, autrement, pourraient vous sembler extrêmement étonnantes. Alors, application pratique, application numérique, comme vous voulez. Du coup, il y a quelques travers qu'il ne faut pas faire. Le premier travers, je ne vous l'ai même pas mis là, c'est de penser qu'un élu est un décideur. En fait, ce n'est pas aussi simple que ça. Un élu, c'est plus un mandataire qu'un décideur. Dans bon nombre de cabinets ministériels où j'ai traîné mes guêtres, je peux vous assurer que ce qui engage les décisions de long terme, c'est beaucoup plus le sondage de la veille que l'étude patiente et étayée du haut fonctionnaire qui a passé des mois et des années sur le sujet. Un exemple tiré de l'actualité récente, Nicolas Hulot est allé voir son homonyme de prénom pas plus tard qu'hier en lui disant qu'il fallait absolument monter la fiscalité sur l'énergie. Conclusion vers laquelle converge n'importe quel X-Mine qui a trempé pendant 10 ans dans l'énergie et qui est libre de son discours. Pour autant, M. Sarkozy lui a dit non. Le sondage est contre, donc non. Voilà. Donc, la première chose qu'il faut bien voir, c'est qu'en démocratie, un décideur, en fait, c'est un personnage hybride, mais ils le savent, entre un mandataire et quelqu'un qui a de la hauteur de vue. La deuxième chose qu'il faut bien voir, c'est que chacun se décide en fonction de ce qu'il sait. Or, une erreur à ne pas faire est de penser que le jour où le bulletin de vote dans l'urne vous
envoie à une fonction donnée, vous savez. Non. Le jour où le bulletin de vote dans l'urne vous envoie à une fonction donnée, vous êtes élu. Ce n'est pas pour autant que vous avez la science infuse qui arrive en même temps que votre mandat. Donc sur les problèmes dont je suis en train de vous parler, les élus, en gros, même si ça peut vous paraître extrêmement étonnant, n'en savent pas plus que le reste de la population. Et la manière dont les élus s'informent sur ce genre de problème, c'est en lisant le journal. Vous avez eu 3 ou 4 missions parlementaires qui ont été constituées sur ce genre de sujet. Le Parlement, c'est 577 députés, si ma mémoire est bonne, enfin un peu moins de 600, disons, et un peu plus de 300 sénateurs. Donc on va dire qu'en ordre de grandeur, ça fait 1000 personnes. Eh bien, dans ces 1000 personnes, vous en avez probablement 3 ou 4 qui savent ce que je vous apprends dans ce cours, 20 qui le savent confusément, c'est-à-dire qu'ils ont clairement les idées principales en tête sans être capables d'en avoir l'argumentation détaillée, et tous les autres, ils en savent ce qu'ils en ont lu dans le journal. C'est comme ça que ça marche. Donc une mission parlementaire fait un rapport qui fait 400 pages, qu'un élu n'a pas le temps de lire, parce qu'il reçoit 500 mails par jour et 253 demandes de tas de trucs divers. Donc ce qui va se passer avec les 500 pages en question, c'est que ça va donner lieu à un communiqué de presse qui va donner lieu à un article de journal, et l'élu qui n'a pas été dans la mission, il ira à l'article de journal. Voilà. C'est comme ça que les choses se passent. Et ça se passe comme ça dans tous les pays du monde. Il ne faut pas croire que les Français sont atypiques. Si vous discutez avec des gens qui travaillent dans d'autres représentations parlementaires, c'est comme ça que ça se passe ailleurs. Donc, il ne faut pas s'imaginer, que les élus savent, on peut trouver que c'est agréable ou désagréable, mais encore une fois, c'est la vraie vie. Il ne faut pas s'imaginer non plus que les gens qui élisent les députés, les maires, les sénateurs, enfin les sénateurs en plus c'est au suffrage indirect, les présidents de la République, etc., ils savent, non, ils savent ce qu'il y a dans le journal. Et il ne faut même pas s'imaginer qu'une fois que quelqu'un sait quelque chose quelque part, le journal va se charger de le relayer de manière fiable, rapide et à tout le monde. C'est pas vrai, ça ne marche pas comme ça non plus. L'une des conséquences qu'il faut que vous en tiriez, c'est que dans toute votre vie professionnelle et quoi que vous fassiez, vous prendrez des décisions avec, en ce qui concerne les sujets complexes, des questions qui seront pas toujours, mais parfois mal posées, et avec des populations qui, de temps en temps, ne comprendront pas ce que vous êtes en train de faire parce qu'ils n'auront pas le même degré d'information préalable que vous. Et le débat autour des mesures à prendre sur les questions d'énergie et de climat est vraiment l'archétype de ce que je suis en train de vous expliquer. C'est-à-dire que 9 fois sur 10, dans le débat public, la question est posée de travers, elle est mal posée. Et quand la question est bien posée, 9 fois sur 10, les gens qui en débattent n'ont pas les compétences pour en débattre, j'allais dire, de manière éclairée. Donc ils s'imaginent des tas de trucs, que du pétrole il y en aura de manière croissante pour 40 ans, que 3 degrés de plus c'est juste l'affaire d'acheter un maillot de bain, voilà, donc ils ont ce genre d'idées en tête, et alors après évidemment, c'est pas à vous que je vais apprendre que quelque chose qui marche à tous les coups pour arriver à la mauvaise solution, c'est de se tromper de problème. Hein. Donc il faut garder ça présent à l'esprit, c'est que non seulement le problème est difficile, mais encore une fois, quand vous êtes un spécialiste du problème, vous passez votre temps, et c'est valable pour ça, mais c'est valable pour des tas d'autres choses, hein. C'est valable pour les OGM, c'est valable pour la Sécu, c'est valable pour les retraites, voilà. Vous passez votre temps à discuter avec des gens qui ont une connaissance, qui ont un niveau de connaissance extrêmement hétérogène sur la question. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce que tout ça est lié aux économies d'énergie, et même si je vous le dis pas, même si vous ne le dites pas, moi je vous pose quand même la question. Parce que vous allez voir dans la suite de cet exposé que les économies, c'est essentiellement associé à ce qu'on appelle un changement du comportement. Et une chose est absolument certaine, c'est qu'un changement de comportement nécessite à la base de comprendre pourquoi c'est nécessaire et d'en accepter la contrainte, parce que c'est souvent une contrainte, et pour ça il faut avoir une idée claire des enjeux. Si je prends quelqu'un au hasard dans cette salle et que je lui dis je vais vous couper la jambe, je ne pense pas qu'il ou elle sera particulièrement d'accord, sauf si j'ai commencé par lui expliquer préalablement qu'il a la gangrène ou un cancer des os. Eh bien, c'est exactement pareil en ce qui concerne cette affaire-là. Le degré d'effort qu'il va être nécessaire d'accomplir au niveau des individus n'est pas dissociable de l'information sur l'ampleur du problème. Ça n'est pas dissociable. Et encore une fois, gardez-vous dans votre vie professionnelle d'avoir purement des réflexes techniques, même si votre métier sera pour beaucoup d'entre vous d'être un ingénieur, moi j'en suis un, vous aurez quand même à prendre en compte des préoccupations sociales qui sont non seulement importantes, mais parfaitement légitimes. C'est parfaitement légitime qu'on ait tous autant que nous sommes des préoccupations sociales, hein, pour nous et pour les autres.
Mais encore une fois, ne dissociez pas le fond du problème de ce que les autres en savent, parce que sinon vous ferez des erreurs dans les propositions qui sont mises sur la table. Et si je peux me permettre une petite provocation, c'est typiquement là où une bonne partie des organisations militantes se trompent, à mon avis, dans la manière dont elles ont de porter le problème sur la place publique, parce qu'elles présupposent notamment que tout le monde est sensibilisé à leur égal et tout le monde en sait autant qu'elles sur comment dire, les enjeux dont elles discutent. Non, c'est faux. Alors, prenons les ordres de grandeur pour illustrer ce que je suis en train de vous dire. Vous avez ici un certain nombre d'émetteurs d'informations qui peuvent intervenir dans cette affaire, d'informations primaires ou d'informations secondaires, parce que en haut, plus vous remontez vers le haut, plus vous avez de l'information primaire, et plus vous allez vers le bas, plus vous avez de l'information secondaire. Monsieur PPDA, même s'il n'est pas destiné à rester très longtemps, il n'a pas fait à titre personnel ni de forage pétrolier, ni de recherche sur la dynamique de l'atmosphère. D'accord ? Donc lui, il a au mieux une information secondaire, et en fait, quand vous regardez comment ça fonctionne, cette affaire-là, je vous en parlerai un tout petit peu, il a une information qui est plus souvent en 4e ou en 5e niveau. Donc, vous avez en haut les gens qui sont près de l'information primaire, manque de peau, ils parlent à une toute petite population. Les gens qui parlent à une grosse population, ils ont des informations secondaires, tertiaires, quaternaires, etc. Et en fait, tout l'enjeu dans cette histoire, au niveau de la transmission de l'information, c'est de faire passer via la population qui est en bas à gauche, l'information détenue par les gens qui sont en haut à gauche à la population qui se situe en bas à droite. Et c'est pas simple. Et c'est pas simple. Parce que le système médiatique est extrêmement contraint par des tas de trucs. Il est d'abord contraint, par exemple, par le manque de place. Vous avez ici un petit exercice que je me suis amusé à faire sur le rapport du GIEC, dont je vous rappelle encore une fois qu'il est en libre accès sur le site de l'IPCC. Et vous avez ici le rapport entre la pagination de la littérature scientifique dont s'inspire le rapport du GIEC et la pagination du rapport du GIEC. Eh bien, vous voyez que le rapport du GIEC, en ordre de grandeur, il dispose d'une pagination qui est 1/100e de celle de la littérature scientifique qui l'alimente. Ce rapport, il fait quand même 800 pages. Enfin, en 3 tomes, il en fait 2000. Donc vous allez encore derrière avoir un taux de compression pour passer de 2000 pages à 2 pages qui va être de 1 à 1000, parce que 2 pages c'est le maximum que vous pouvez mettre dans un journal sur n'importe quel sujet. Ce qui veut dire que vous êtes dans un rapport de 10-5 entre l'information primaire accessible dans la littérature scientifique et ce qui va en ressortir dans un journal. Vous voyez bien que ça, c'est une limitation structurelle à laquelle vous ne pouvez pas grand-chose, mais qui va avoir un effet déterminant sur l'information dont les gens disposent et sur, encore une fois, la bonne volonté qu'ils auront ou non à accepter les économies d'énergie. La deuxième chose, c'est que les gens qui sont chargés de faire la transmission de l'information, souvent ils ont suivi des études qui ne leur ont pas permis d'avoir les fondamentaux, d'avoir les connaissances fondamentales qui sont utiles. Ça ne veut pas dire qu'ils sont incapables d'en parler correctement. L'un des meilleurs journalistes scientifiques que je connaisse dans ce pays est quelqu'un qui a suivi des études d'histoire. Bon. Mais ça veut dire que ce qu'ils n'ont pas appris à l'école, ils doivent l'apprendre ensuite. Hein. Donc quand ils n'ont pas appris ça à l'école et qu'ils débarquent et que dans un quotidien ou dans une émission de radio, on va les mettre sur ce genre de sujet, eh bien, ils doivent faire leur formation en même temps qu'ils en parlent. Et là, l'expérience montre que quand les gens font leur formation en même temps qu'ils parlent de quelque chose, c'est très rare qu'ils aient tout juste partout et qu'ils restituent l'information d'une manière extrêmement fiable. C'est pas parce qu'ils sont de mauvaise volonté, la majeure partie d'entre eux ont à cœur de faire parfaitement bien leur travail, c'est simplement que, encore une fois, le contexte dans lequel ils ont à travailler est un contexte qui ne leur facilite pas la tâche. Et enfin, vous avez un dernier élément qui peut être un élément perturbateur. En ce qui concerne les économies d'énergie, il y a un certain nombre de messages à faire passer qui sont tout simplement d'empêcher les gens de désirer des trucs qu'ils n'ont pas encore. Simplement, quand vous êtes dans un média qui est alimenté par la publicité, et je n'ai pas d'état d'âme en particulier en ce qui concerne la publicité, vous avez quand même une opposition fondamentale entre le fait de vivre d'une activité qui consiste à faire naître des désirs qui n'existent pas encore, si vous devez par ailleurs passer des messages de modération ou d'économie. Hein. Et ça, de temps en temps, j'aurai quelques anecdotes à vous livrer,
c'est clair qu'il y a des oppositions qui peuvent être brutales et frontales.